On va poursuivre le déroulé de nos travaux de ce matin. Vous l'avez compris, on va aller au bout des retours d'expérience que nous souhaitions vous proposer pour illustrer l'ensemble de ce continuum de l'engagement. Donc, on a deux nouvelles présentations, deux autres retours d'expérience qui vont vous être présentés avant un nouveau temps d'échange sous format de questions-réponses. Donc, je vais donner la parole à la Maison Symbiose, qui est une maison de soins de support oncologique dédiée aux femmes sur le territoire des Côtes-d'Armor, avec Loésia Henry et Madame Chantal Noisette qui vont illustrer le degré de collaboration de l'échelle de l'engagement et vont nous montrer comment elles sont allées plus loin aussi au travers de leur réalisation. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien, merci. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser dérouler votre propos pour 7 à 8 minutes de présentation. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis Loésa Henry. Donc, je suis une des trois cofondatrices de la maison associative Symbiose qu'on a créée en 2022 maintenant. Donc, en fait, qu'est-ce que Symbiose? Donc, c'est une maison effectivement de soins de support qui est destinée aux femmes costarmoricaines. L'idée étant de pouvoir leur faire bénéficier en fait de soins de support oncologique, alors pas du tout sur le côté médical à proprement parler, mais vraiment sur le côté amélioration de la qualité de vie et de leur apporter du mieux-être dans le parcours de soins. Alors, comment cette maison est née? Elle est née tout simplement de mon propre parcours avec la maladie du cancer et à Céline Prodhomme également, donc en 2020. Donc, on a été toutes les deux atteintes d'un cancer. Donc, on a été très bien prises en charge sur le côté médical. Là-dessus, il n'y avait absolument rien à redire. Nous, ce qui nous avait manqué, c'était tout ce qui avait attrait à l'impact sur notre vie, on va dire, familiale, personnelle, professionnelle et sociale, et l'isolement que ça a pu engendrer. Donc, on en a partagé avec le docteur Isabelle Jaffré, qui elle est chirurgienne cancérologue à l'hôpital privé de Plérin et qui arrivait tout récemment sur le territoire briochin, puisqu'elle venait de Nantes. Et elle avait l'expérience effectivement d'une maison un petit peu similaire sur le bassin nantais, où en fait il y avait vraiment une co-construction entre les professionnels de santé et les patients dans le cadre du parcours avec la maladie du cancer. Donc en fait, on s'est inspiré de ce lieu qu'on est allé visiter et rencontrer. Et donc, moi, je me suis formée, donc j'ai participé au premier DIU de la faculté de médecine de Brest et de Rennes, donc autour du partenariat professionnel de santé patient. Et cette maison a été l'objet, en fait, de mon mémoire et de ma soutenance orale. Et ça m'a permis, en fait, tout simplement avec Docteur Jaffré, déjà d'initier le projet, de voir si celui-ci pourrait en fait être bénéfique aux patients. Et puis après, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on pouvait le déployer sur le territoire costarmoricain. Donc voilà comment on a embarqué toutes les trois dans ce projet avec la ferme ambition de pouvoir offrir une maison en dehors de toute structure hospitalière aux patientes. Donc, comme vous le voyez sur le slide, en fait, on s'est basé sur le panier de l'INCa, hein, l'Institut national du cancer, en termes de panier de soins de support. Donc, on travaille autour de la gestion de la douleur et des symptômes, l'accompagnement, on va dire, à 360 degrés sur le côté social, familial et professionnel. Le volet psychologique, bien entendu, qui est très, très important. Donc, aussi bien pour les personnes malades que pour les proches aidants. Tous les mois, on dédie en fait des ateliers aux proches. C'était quelque chose qui était primordial pour nous. Tout le volet prise en charge diététique et nutritionnelle. Ensuite, l'activité physique adaptée qui est pleinement intégrée dans notre maison. C'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est reconnu, hein, que l'activité physique, il est aussi primordial dans le parcours avec la maladie. Tout ce qui a trait à l'oncosexologie, qui est encore pour nous beaucoup trop tabou. Et ensuite, le volet de tout ce qui est transformation esthétique et puis, bien entendu, autour du mieux-être et de l'art-thérapie. Voilà. Pour continuer, donc l'ambition première, c'était déjà de favoriser le partenariat professionnel de santé patiente
pour une amélioration des parcours de soins et développer la démocratie en santé. Ça, c'était quelque chose qui était essentiel, c'est-à-dire que à la base, Dr Jaffré, elle apportait les savoirs, on va dire, scientifiques, techniques, quand nous, on apportait plutôt nos savoirs expérientiels avec la maladie. Et donc aujourd'hui, on continue hein, aussi bien dans la création, la co-animation de nos ateliers à le faire vivre. Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est 15 professionnels de santé maintenant au sein de la maison Symbiose. Et on est en fait alors deux patientes partenaires formées, c'est-à-dire qui ont passé le DIU, et autrement des patientes, on va dire, qui apportent leur expérience. Notre ambition, c'est d'œuvrer à l'amélioration du parcours de soins et à l'accompagnement des femmes avec l'ouverture d'un lieu d'accueil et de rencontre. C'est bien sûr d'éviter l'isolement social qui est très très présent dans le parcours avec la maladie. Ensuite, c'est de proposer une offre de soins de support adaptée. L'autre ambition, c'est qu'on tous les mois, on fait une conférence autour de la santé des femmes et du cancer, donc qui est animée par les professionnels de santé et en binôme avec les patients partenaires. Donc, c'est vraiment d'informer, sensibiliser et dispenser des formations en lien avec le cancer, aussi bien pour les proches que les professionnels de santé. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est soutenir les malades et les proches aidants. Voilà sur les ambitions. Maintenant, quelques éléments chiffrés. Donc, sur 2025, vous verrez, on a réalisé 1260 ateliers, donc c'est quand même assez significatif. On a actuellement 142 adhérentes. On en a accompagné depuis l'ouverture, donc on a ouvert nos portes en septembre 2023. On en a accompagné un peu plus de 250. On accompagne une population plutôt jeune, hein. Vous voyez, la moyenne d'âge, c'est 55 ans, avec, on va dire, un public qui est très hétérogène aussi, mais c'est ça qui est hyper bénéfique, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les expériences des unes et des autres, elles sont souvent similaires, mais en fonction de l'âge aussi, les expériences et les vécus sont hyper bénéfiques entre femmes. Donc, vous voyez, on accompagne de 26 à 85 ans. Sur le slide d'après, vous verrez donc les contributeurs. Donc les contributeurs, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on est une quinzaine. Donc on a 7 professionnels de santé, donc sur l'activité physique adaptée essentiellement. 2 professionnels en santé mentale, donc avec une psychologue clinicienne notamment et une art thérapeute. 4 coachs en activité physique et en esthétique. Et puis, bien entendu, tous les partenaires mécènes et institutionnels qui prennent part à ce projet et que nous n'aurions pas pu créer sans leur appui bénéfique. Voilà. Et comment on est allé plus loin dans la démarche ou comment on a engagé en fait les usagers ou les représentants dans ce projet? Bah, déjà, par rapport à l'ambition que je vous expliquais tout à l'heure, c'était de favoriser ce partenariat. Ça fait partie, c'est notre ADN, hein, ça depuis le départ et on y tient. Et comment on l'a engagé? Bah, ne serait-ce que par déjà la genèse du projet, 2 patientes partenaires et une chirurgienne cancérologue qui ont participé activement à la création de ce projet. Aujourd'hui, ben, on continue à le faire vivre. Comme je vous expliquais, il y a 13 professionnels de santé, 2 patientes partenaires et 6 patientes bénévoles qui ont à cœur de faire vivre cette maison autour des paniers de soins de support qu'on propose. On a développé également de nouveaux ateliers là, depuis 2025 sur notamment les problématiques autour de la remédiation cognitive et des troubles cognitifs. Donc ça, c'est une démarche qui a été prise en charge par Chantal, qui est également patiente partenaire et qui a fait son DU sur cette thématique-là, en partenariat avec une neuropsychologue et puis une kinésithérapeute. Et on fait en sorte d'évaluer et de faire nos bilans systématiquement également en tandem pour, bah voilà, pour apporter toujours, comme je vous expliquais tout à l'heure, les savoirs techniques, médicaux et les savoirs expérientiels des patientes. Voilà pour moi et cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci, Madame Prodhomme, pour cette présentation très riche qui illustre bien le partenariat patient-professionnel, le rôle des patients partenaires dans un dispositif ô combien important. Je pense que beaucoup ici en ont parfaitement conscience et on sait que le sujet de l'après-cancer est un sujet qu'il faut continuer à traiter, à soutenir et à proposer, à développer des formes d'accompagnement. Et c'est un axe qui intéresse particulièrement l'agence, vous le savez. Alors,
réservez vos questions pour dans quelques minutes, puisqu'on va enchaîner tout de suite avec la présentation suivante, avec Yann Stéphan, qui va illustrer au travers de son propos comment un patient devient un patient partenaire et intervient en binôme avec des professionnels dans une approche de complémentarité. Vous l'aurez compris, ici aussi, on va être à un niveau élevé, peut-être le plus élevé de l'échelle de la participation. Donc, je vais laisser Monsieur Stéphan, au titre de l'Association française contre les neuropathies périphériques, intervenir pour 7 à 8 minutes, comme pour les intervenants précédents. Et on se retrouve ensuite pour le temps des questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yann Stéphan. À la base, je ne suis pas du tout issu du milieu sanitaire, ni du médico-social ou du médical. Je suis marin de formation initiale. Je suis un simple citoyen concerné par un défi de santé, engagé bénévolement depuis une quinzaine d'années dans différentes démarches de partenariat avec les professionnels de santé, directement dans le soin, parfois dans la recherche, mais très souvent dans l'enseignement. Au cours des 7 dernières années, j'ai consacré la très grande majorité de mes jours de congé et une immense partie de mon temps libre à cet engagement bénévole dans le système de santé. Je l'ai fait par conviction, je l'ai fait par envie d'avancer, par sens, animé par l'envie de redonner. Entre 2021 et 2023, je me suis autofinancé 2 formations universitaires en partenariat patient-professionnel qui ont profondément transformé ma manière d'appréhender notre système de santé et surtout la toute petite place que je m'y suis construite aujourd'hui. Donc ce matin, si j'ai bien compris, il me reste 6 minutes 30 pour partager avec vous pourquoi et comment le partenariat peut enrichir l'enseignement en santé à travers 3 expériences que j'ai menées en 2024 et que j'ai renouvelées en 2025. Alors la première question que l'on se pose souvent est pourquoi travailler avec des patients dans la formation? Eh bien parce que le partenariat, ce n'est pas seulement une idée généreuse, c'est une manière de renforcer la démocratie en santé, comme ça a été rappelé ce matin, et c'est une opportunité afin de co-construire des apprentissages pertinents et surtout de reconnaître la complémentarité et surtout la conjugaison des savoirs, les savoirs académiques, les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels des patients. Alors, les 3 expériences que je vais vous présenter maintenant illustrent des contextes différents dans lesquels j'ai pu mettre en œuvre ce partenariat dans l'enseignement directement sur le terrain à partir d'un diagnostic posé il y a 15 ans d'une maladie rare, auto-immune et invalidante. La première expérience, c'est mon appartenance à l'équipe pédagogique du diplôme interuniversitaire Construire le partenariat entre patients et professionnels de santé. C'est un diplôme universitaire qui est porté conjointement par la faculté de médecine de Rennes et l'université Bretagne occidentale. Il s'adresse aussi bien à des patients qu'à des professionnels de santé. J'ai la chance d'y contribuer en qualité de membre bénévole de l'équipe pédagogique, ce qui me permet de participer activement à la formation et d'accompagner les étudiants dans la mise en œuvre du projet de partenariat. Ce diplôme, il poursuit 2 objectifs majeurs: développer de vraies compétences de partenariat et promouvoir une culture de la démocratie en santé. Son organisation est unique. Il y a 4 modules de 3 jours qui sont co-animés en binôme, patients, professionnels, avec une équipe pédagogique strictement paritaire. Chaque étudiant est accompagné dans un projet en partenariat et les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2024, nous avions 16 participants, une belle diversité de parcours et une satisfaction moyenne de 8,5 sur 10 dans les questionnaires de satisfaction. Pour vous donner un exemple concret, en qualité de patient, j'ai eu la chance d'être tuteur universitaire d'un médecin. Et ça, c'est une expérience unique et singulière pour l'un comme pour l'autre. Ce DU m'a montré ô combien, lorsque la gouvernance est réellement partagée, quand les méthodes sont participatives, qu'elles sont réflexives, il y a une dynamique collective puissante qui émerge. À ce moment-là, on crée un réseau de pairs, on développe des liens durables et on construit, on améliore une formation par et pour les patients et les professionnels. C'est vraiment une autre manière d'apprendre pour les étudiants et honnêtement, ce diplôme impulse vraiment la transformation dont notre système de santé a besoin aujourd'hui. La deuxième expérience que je vous partage, il s'agit de l'organisation d'un groupe réflexif pour médecins internes en ambulatoire. Ici, l'objectif il est très simple. L'idée, c'est d'intégrer la perspective patient dans la formation clinique des internes.
Je travaille actuellement sur 2 territoires distincts dans le Finistère Sud, sur Pont-l'Abbé et sur Fouesnant. Et l'idée, c'est de réunir des groupes à hauteur de 5 rendez-vous par semestre. Ces groupes-là sont assez restreints, ils se composent de 4 à 8 jeunes médecins internes au maximum, d'un médecin tuteur et moi-même. Ensemble, pendant 1h30, nous analysons des situations cliniques qui ont été vécues par les jeunes internes dans une posture bienveillante et réflexive. Chaque étudiant vient avec une situation qui lui a posé problème, qu'il a choisi lui-même, et on en rediscute, on décortique tous ensemble. Les résultats de ces évaluations, là, de ces grillas, sont très positifs et les internes développent une réflexion plus profonde sur leur pratique. Ils apprécient ce partenariat et chacun, patient comme professionnel, s'enrichit du regard de l'autre. La troisième expérience se passe en institut de formation des soins infirmiers sur Quimper. Ici, l'objectif consiste à initier les étudiants infirmiers de 2e année à l'éducation thérapeutique et les sensibiliser largement à la valeur ajoutée du partenariat dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. La méthode pédagogique repose sur de la co-animation patient, professionnel, enseignant. Et ce type de format change réellement le regard des étudiants sur le rôle du patient. On déconstruit l'idée du patient passif. Ils découvrent que le patient n'est pas seulement celui qui reçoit les soins, mais peut aussi être un acteur légitime pour penser et co-construire le soin. Et parfois, simplement en jouant sur une petite ambivalence, j'arrive à les amener à réfléchir très naturellement vers les savoirs expérientiels, ce qui a été évoqué ce matin. J'introduis des notions de savoir implicite, savoir explicite, de savoir situé, de savoir théorique, de savoir expert au profit des patients. Alors, lorsqu'on met bout à bout ces 3 expériences, une cohérence forte apparaît. Le partenariat en enseignement transforme les postures. L'expérience vécue devient une véritable ressource pédagogique. Et le binôme patient-professionnel crée une dynamique d'apprentissage qui est nouvelle. Ces dispositifs améliorent réellement la qualité du soin, et ça, c'est indiscutable. Ce sont des dispositifs qui sont simples, qui sont accessibles et qui sont économiques. Et si moi, j'y suis arrivé depuis le bout du Finistère, alors c'est quelque chose qui est possible. Alors, concernant les perspectives, pour la suite, les 3 priorités qui me semblent essentielles dans mon engagement en 2026, ce serait de pérenniser ces dispositifs de formation et ancrer davantage la place des patients en IFSI, en IFAS et à l'université. Pour aussi, sur la continuité à accompagner et faire reconnaître les patients partenaires. Et je tiens également à promouvoir le partenariat comme un véritable levier d'amélioration des soins. Dans l'idéal, j'aimerais diffuser ces pratiques non seulement au niveau régional, mais aussi à l'échelle nationale. Alors, ça fait beaucoup d'initiatives bénévoles personnelles, mais voilà, je dois faire face à un certain nombre d'écueils, mais comme je vous l'ai dit en introduction, je suis très motivé et je sais naviguer. En conclusion, je crois profondément que le partenariat dans l'enseignement n'est pas une option, mais bien une nécessité. Et quand on apprend ensemble, on soigne déjà autrement. Ces 3 expériences montrent la force du dialogue, de la puissance, de la conjugaison des savoirs et de la co-construction. Et pour finir, puisqu'il me reste 5 secondes, j'aime prononcer cette phrase qui illustre le plaisir que je prends à travailler en partenariat et de le partager avec vous ce matin. Qu'est-ce que ma vie était monotone quand j'étais en bonne santé? Je vous remercie pour votre attention. Écoutez, bravo. Bravo, Monsieur Stéphane, pour cette présentation de grand intérêt, incarné, pour ces mots très justes. J'ai été personnellement très sensible à cette notion de savoir naviguer. En tout cas, vous avez donné un cap au travers de vos propos, un cap qu'on va s'empresser de suivre sans être trop long. La transition était aussi toute faite pour accueillir Lise Molimar. Vous avez formulé un vœu parmi les différents que vous avez exprimés, formulé un vœu de ce que ce développement du partenariat comme ressource pédagogique prospère dans les circonstances d'enseignement en Bretagne. Et justement, c'est le sens du propos qui va vous être présenté par Lise Molimar, qui représente le département du partenariat patient dans l'enseignement et la recherche de la faculté de médecine de Rennes, la faculté des sciences de Rennes, que nous connaissons bien, que nous avons plaisir à accompagner.
Donc Lise, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, alors le DPP, je vais parler du DPPR à chaque fois, donc département partenariat patient dans l'enseignement et la recherche. Et je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Merci. Donc quelques infos d'abord sur le département. Donc il a été créé en 2023 au sein de la fac de médecine de Rennes. Donc on a volonté un jour d'englober l'ensemble de l'université, mais pour l'instant on se focalise uniquement sur la fac de médecine pour justement former, accompagner les acteurs dans ce co-enseignement avec les patients et le partenariat patient globalement dans l'enseignement et la recherche. Donc ça implique de former et accompagner les patients partenaires, les professionnels de santé et les étudiants à cette nouvelle modalité. L'idée, c'est aussi de structurer l'intégration du patient partenaire dans l'institution parce que aujourd'hui, on a démontré que la pertinence du patient partenaire dans l'enseignement était là et Yann nous l'a bien rappelé. Mais aujourd'hui, il faut valoriser cette présence en tant qu'un réel enseignant, justement. Le but du DPPR, c'est aussi d'intégrer une dynamique interinstitutionnelle, régionale, nationale, etc. et contribuer à avancer ensemble vers ces objectifs-là et puis aussi d'évaluer nos pratiques de partenariat. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez notre site internet et notre page LinkedIn. Et je veux bien que vous passiez à la slide suivante. On m'avait demandé de choisir un exemple de cours qu'on co-enseignait avec des patients et de justement ce que ça pouvait produire et les freins, les leviers. Donc, j'ai choisi de présenter les ECOS. Donc, les ECOS, ce sont des examens cliniques objectifs structurés. C'est une modalité d'évaluation des internes en médecine en 6e année pour passer le concours de l'internat. Ils sont en fait mis en situation et ils doivent jouer des situations de vie courante quand ils seront futurs médecins. Donc, une annonce de diagnostic, une prise de tension, etc. Donc, plein de petits exercices qui sont très chronométrés, très millimétrés, et sur lesquels ils sont notés par un jury et dans lesquels ils jouent le rôle d'un médecin qui accueille un patient et qui doit justement mener la consultation. Et lors de ces échos, ceux qui sont sanctionnants à la fin de 6e année, il y a une grille de notation, il y a un patient simulé qui joue le rôle du patient, mais il n'y a pas moyen de débriefer sur ce qui s'est passé, il n'y a pas de retour. Donc, en fait, le médecin joue la situation, mais voilà, ça s'arrête là. Et nous, à la fac de médecine, on veut former nos étudiants à cet exercice qui est très particulier, qui est très stressant pour les étudiants. Et donc, on propose des écos formatifs, ce qu'on appelle des sessions d'écos formatives. Ces écos formatifs ont deux objectifs, à la fois s'entraîner à ces situations cliniques de médecine générale, mais aussi appréhender plus sereinement cet exercice. Et on intègre dans cet exercice des patients partenaires qui sont là pour observer les mises en situation et ensuite débriefer avec l'enseignant de ce qui s'est joué dans cette situation. Donc, ça apporte ce regard patient avec un vrai temps de débrief à l'issue de la situation pour vraiment revenir sur ce qui s'est joué, ce qui s'est dit, la manière dont ça aurait pu être fait autrement, etc. Et donc, les deux perspectives enseignantes, à la fois celle du médecin généraliste et du patient partenaire, sont très complémentaires pour apporter une amélioration globale à l'étudiant sur sa pratique, sur ce qu'il vient de faire. Donc, on a débuté en juin 2024 et depuis, on a fait pas mal de sessions. Je veux bien passer à la slide suivante. Comment on est allé plus loin? Parce qu'au départ, ces stations avaient été écrites par les médecins généralistes à partir de stations existantes dans les écos habituels, avec des grilles d'observation déjà fournies. Enfin, ils avaient tout réfléchi, exercice en amont. Et on est allé plus loin en intégrant l'année dernière, donc on a démarré en juin 2024 les premières sessions, et puis en juillet 2025, on a reconstruit les sessions avec des patients partenaires en redéfinissant les objectifs des stations, en redéfinissant les grilles d'évaluation et en réécrivant les synopsis pour que ça colle aussi aux besoins et ce qu'avaient remonté les patients durant toutes ces sessions auxquelles ils avaient assisté depuis déjà 1 an. Et on a aussi décidé pour former les futurs patients partenaires à ce débrief et à cette perspective patient qu'ils vont amener quand ils interviennent en tant que patients partenaires dans ces stations-là, on a décidé de créer une sorte de dispositif de formation pour les futurs patients partenaires. C'est-à-dire que avant, les patients partenaires, ils co-animaient avec l'enseignant dans cette station-là pour la première fois et ils avaient déjà ils devaient déjà être en posture d'enseignement. Là, aujourd'hui, on fait intervenir en binôme un patient partenaire qui a déjà l'habitude de le faire avec un enseignant. Et en plus, on fait venir un futur patient partenaire qui, pour l'instant, n'est jamais encore intervenu et qui va observer ce qui s'y joue et va noter aussi tout plein de choses qu'on a déterminées donc, dans un objectif d'auto-formation. Voilà, je veux bien la slide d'après. Et donc, pour faire le bilan de cette expérience, donc les freins, c'est un exercice assez complexe parce que, mine de rien, ça mobilise
quatre stations, 4 scénarios différents à chaque fois, avec 4 grilles bien définies, un temps qui est très limité, parce que les étudiants doivent tourner dans les stations pour justement s'entraîner à chaque situation. C'est une préparation à un examen, donc en fait, les étudiants sont beaucoup dans la chasse aux points. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir plus de points, etc. Donc, ils oublient parfois que en fait, ces situations les aident aussi à préparer leur vie future, mais eux, ils sont vraiment dans comment je fais pour obtenir les points à l'exercice. Donc, ça, il faut un peu passer au-dessus. Le roulement des binômes, parce que comme c'est des stations qui ont lieu très souvent et qu'il y a donc 4 stations en parallèle en même temps, il faut qu'on trouve beaucoup de patients partenaires et beaucoup d'enseignants médecins généralistes pour animer ces sessions-là. Et donc, ça demande un binôme qui se renouvelle très régulièrement. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et les leviers, ce que j'ai identifié comme levier, c'est que c'était un médecin généraliste qui était à l'initiative de ce projet, donc qui était déjà convaincu et persuadé de la pertinence du patient partenaire au débrief. Il y a un temps dédié à la coordination de tout ça, c'est-à-dire moi, en tant que coordinatrice du DPPR, je m'occupe de sélectionner les patients qui vont intervenir, de faire l'intermédiaire et de gérer les questions administratives aussi relatives aux patients. Et puis, on a justement les freins administratifs qui commencent à se lever au fur et à mesure qu'on avance grâce à tout ce qu'on fait au sein de la fac de médecine de Rennes. Et donc, on peut désormais rémunérer et défrayer les patients qui interviennent dans ces exercices, mais aussi dans les autres. Voilà, et si j'avais une chose à changer, on m'avait posé cette question-là, ce serait, évidemment, on aimerait toujours davantage préparer mieux le binôme, mais aujourd'hui, c'est difficilement faisable vu le contexte de l'exercice. Donc, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux des nouveaux binômes dans la durée, à la fois comment on prépare au mieux les professionnels de santé à intervenir avec un patient qu'ils ne connaissent pas et inversement. Voilà. Merci Lise pour ce propos lui aussi très éclairant et qui complétait parfaitement bien le propos précédent de Monsieur Stéphane sur les enjeux de formation. Et petit aparté, à l'agence, on a déjà vu les bénéfices de ces apports et des projets, des restitutions et des propositions qui nous sont adressées sur des champs de pertinence des soins ou autres, où la mobilisation et le partenariat avec des patients recherchés et où les professionnels nous disent effectivement toute la plus-value que ça représente. Alors, on va prendre un court temps de questions-réponses si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations, des remarques que vous souhaitez partager avec nos 3 intervenants qui viennent de se succéder, avant d'arriver au temps de conclusion de notre matinée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. On va en choisir une par porteur de projet pour la maison Symbiose. Alors, encore une fois, on va répondre à toutes les questions via une foire aux questions. Mais là, la question qu'on a choisie, c'est comment vous avez connu le DIU partenariat et surtout comment vous l'avez financé? Alors, pour répondre à cette question, en fait, comment j'ai connu le DIU? Alors, pendant mon parcours avec la maladie du cancer, j'ai moi-même été accompagnée en fait par une patiente partenaire, donc qui était sur Toulouse, qui n'était pas du tout sur la région Bretagne, mais c'est comme ça que ça m'a un peu interpellée. Je ne savais pas au départ qu'est-ce qu'était un patient partenaire, donc je me suis permise de faire quelques recherches. Et à l'époque, effectivement, le DIU allait se lancer quelques mois après. Donc, je me suis beaucoup interrogée au départ avant d'envoyer ma candidature parce que pour une problématique essentiellement de légitimité, comme disait Yann tout à l'heure, moi je ne suis absolument pas du milieu du soin et de la santé. Je suis issue du domaine bancaire, donc qui n'a absolument rien à voir. Donc voilà, j'ai longtemps hésité avant d'envoyer ma lettre et ma candidature. Je l'ai fait et je n'ai absolument pas regretté du tout parce que effectivement c'était une expérience très enrichissante. On était une promo de 16 personnes et on n'était que 4 professionnels de santé, 4 pardon, patients au départ. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu anxiogène en termes de légitimité. Je me posais la question de ma place dans ce groupe. Et au contraire, ça a été très, très enrichissant des 2 côtés, aussi bien pour moi et aussi pour les professionnels de santé qui avaient à cœur d'avoir nos retours d'expérience sur notre vécu avec la maladie du cancer. Et pour répondre sur l'aspect financement, comment j'ai fait pour financer? Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on avait possibilité en fait d'avoir une prise en charge en tant que patient sur les coûts de formation. Donc c'est comme ça que j'ai eu une grande partie qui a été prise en charge par la faculté et avec un reste à charge qui était plus minime pour moi. Merci.
Peut-être une question plus pour toi, Yann, si tu veux bien. Il y avait tout ce qui tournait autour de quand le patient partenaire intervient, c'est quoi son statut? Est-ce qu'il est défrayé? Est-ce qu'il est indemnisé? Comment ça se passe? Ça se passe bien, Maud. Après, c'est un choix personnel d'intervenir de manière bénévole pour garder suffisamment, comment dire, ma liberté en fait de dire non, quel que soit le contexte, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou dans les soins. C'est une question éthique aussi. Après, d'une manière générale, j'arrive à trouver des solutions de défraiement qui vont couvrir mes frais en lien avec mes engagements. Parfois, c'est très clair, c'est très carré. Parfois, c'est plus compliqué. Globalement, je suis encore un peu de ma poche, mais ça m'apporte tellement sur un plan personnel que tant pis. Il y a des gens qui font du vélo, il y a des gens qui prennent des licences de football. Moi, je fais de la santé publique. Voilà. Ça marche, merci Yann. Du coup, ça c'est ta position personnelle, effectivement, qui est tout à fait respectable et à respecter. Lise, est-ce que du coup, vous avez quelque chose au niveau du DPPER de plus formalisé, ou en tout cas pour ceux qui veulent avoir une position différente par rapport à ce que Yann dit? Est-ce que toi, tu as quelque chose de formalisé au sein du DPPER en fonction de défraiement, indemnisation, selon le statut de la personne? Oui, tout à fait. On a œuvré l'année dernière sur une charte de défraiement globale. Donc, les patients, voilà, on s'est par contre collé aux règles de l'université parce qu'on fait partie de l'université de Rennes. Donc, évidemment, il faut qu'on respecte les règles de l'université de Rennes. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais on défraie en tout cas tous les patients partenaires qui sont hors Rennes et qui interviennent. Après, dans la limite, évidemment, un patient partenaire qui voudrait intervenir et qui habite loin en France, hors de la Bretagne en tout cas, voilà, si on le fait venir, c'est pour une raison particulière, donc on va le défrayer à ce moment-là, mais il ne va pas forcément intervenir dans n'importe quel cours. Enfin, voilà. Encore une fois, il y a une juste mesure à trouver, mais en tout cas, on défraie tous les patients, ça c'est sûr. Et par rapport et je vois Big Goudin, c'est surtout par rapport à on fait par rapport à la subdivision rennaise. En fait, la fac de médecine de Rennes prend département 35, 56 et 22. Et donc, globalement, tous les patients venant de ces départements-là sont défrayés sans souci. Et après, il faut justifier le fait qu'on fasse venir quelqu'un hors de ces départements pour le défrayer. Et par rapport à la rémunération, ça y est, on a un cadre de rémunération qui est en passe d'être validé, d'être acté au sein de l'université et qui permettra de rémunérer, alors encore une fois, selon le statut des patients, mais les statuts commencent à s'ouvrir et on commence à trouver des moyens plus facilitants de rémunérer les patients. Donc ça, c'est en cours. Ok. Merci. Peut-être, alors je ne sais pas, Yann ou Lise, peut-être selon vos expériences, peut-être que c'était l'idée d'illustrer un peu les stations dont tu parlais, donc en fait les scénarios qui sont proposés aux étudiants. Est-ce que tu aurais un exemple d'un petit scénario là à nous partager pour que ce soit un petit peu plus concret pour les participants mais qu'est-ce qui fait finalement le patient partenaire dans ces scénarios? Qu'est-ce qu'il est amené à jouer finalement comme rôle? Complètement. Alors, on a un scénario qui s'appelle Annonce, donc c'est assez parlant. En fait, c'est le synopsis, c'est un médecin généraliste qui reçoit en consultation une patiente qui a fait un examen et dont on voit une boule, mais il faut aller plus loin. Enfin voilà, on faut aller plus loin, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et donc le médecin, enfin l'étudiant qui joue le médecin doit recevoir la patiente, voir les résultats du compte rendu et indiquer à la patiente qu'est-ce qu'il faut faire ensuite sans la paniquer, voilà, en gérant finalement ce qui se passe et comment on annonce et comment on prépare quelqu'un à faire des examens complémentaires. Donc ça, c'est un exemple de situation et donc ça dure 7 minutes, l'échange est très chronométré, c'est 7 minutes maximum. Et après, on débrief sur ce qui s'est joué finalement dans cette mini-consultation de 7 minutes, le langage qui a été employé, la manière dont ça a été dit, etc. Donc voilà un exemple concret de mise en situation. Merci Lise.